by the way, Dr. Renaud. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Dr. Renaud va nous faire une présentation sur le thème de la blastomycose. You can get started. Bonjour à tous, c'est encore un plaisir de participer avec vous aux séances de présentation hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais faire une présentation brève sur la blastomycose. C'est à partir d'un cas que j'ai rencontré, ça fait environ un mois. Je voulais partager avec les résidents ou encore les médecins pratiquant en Haïti. Le cas clinique, c'est un jeune homme de 43 ans qui est un travailleur de construction et en temps partiel qui travaille comme un comédien. Il se présentait aux urgences avec une douleur au niveau de son pied gauche et qui a été exécuté aux urgences et une semaine après est revenu avec le même symptôme de douleur au niveau du pied gauche et il était fébrile et en d'autres questions, il se complainait de problèmes de sueur profuse intermittente et il avait une perte de poids de plus de 12 livres dans les derniers 3 mois. Et il complainait également de problèmes de dyspnée à l'effort et du nez tout sèche. Et ces symptômes commençaient, ça fait environ de 3 mois pour les symptômes constitutionnels. Il n'avait pas d'orthopnée, pas de douleur thoracique et il n'avait pas de contact avec des personnes qui étaient malades ou encore de voyage en dehors des États-Unis, mais des fois, il se rend en Californie, dans d'autres États, quand il performe comme un comédien. Dans ses antécédents médicaux, chirurgicaux, encore antécédents familiales, il n'y avait aucun antécédent qui était significant. Il ne fumait pas et ne consommait pas de substances illicites intraveineuses. À l'examen physique, il avait une température d'environ 39 degrés Fahrenheit et sa saturation en room air était de 96%. Les autres signes vitaux étaient normaux. À l'examen physique, il avait des râles, principalement au niveau du poumon gauche, à la partie supérieure. L'examen abdominal était insignifiant et également en examinant son pied gauche, il avait un gonflement avec une ulcération avec un drainage purulent noté au niveau du pied gauche. Comme examen paraclinique, il avait une leucocytose de 19 000 et une anémie normocytaire avec un taux d'hémoglobine à 9,5 grammes par décilitre. Et les examens des reins, les enzymes hépatiques, l'examen de l'urine étaient normaux. La radiographie de son thorax montrait qu'il avait des lésions opacitaires avec une prédominance du lobe supérieur gauche. Ceci, c'est une radiographie qui a été réalisée aux urgences. Du côté gauche, vous pouvez voir qu'il y avait des infiltrats diffus, mais également avec une prédominance au niveau de la partie supérieure du poumon gauche. On avait réalisé un scanner thoracique avec les différents coupes qui peuvent vous montrer qu'il y avait des lésions infiltratives et nodulaires disséminées, mais avec une prédominance au niveau de la partie supérieure gauche du poumon gauche. Comme il complainait de douleur au niveau du pied gauche, on avait fait une radiographie du pied gauche qui montrait déjà des lésions ulcératives, pénétratives au niveau du calcanéum, qui donnait déjà une suspicion d'une ostéomyélite aiguë. Et cette radiographie a été suivie d'un MRI au niveau de son pied qui montrait qu'il y avait déjà une atteinte du calcanéum, de la base du calcanéum, comme vous pouvez le voir, avec une ostéomyélite du calcanéum. Donc déjà, avec ce tableau clinique de symptômes respiratoires et tableau cutané, le diagnostic était déjà
un tableau de pneumonie, probablement en pneumonie communautaire, mais il était placé en isolation du fait qu'il avait des infiltrats prédominants au niveau du lobe supérieur gauche. On avait une suspicion d'une tuberculose disséminée. Donc, il était placé dans l'isolation avec l'examen de crachat. L'examen de VIH était négatif. On avait placé, on l'avait placé sur une antibiothérapie empirique avec le vancomycine et le cefepime, la cefepime, pardon, pour pouvoir couvrir les micro-organismes à gram négatifs ou encore le staphylococcus. Et au troisième jour de l'hospitalisation, sa demande en oxygène était augmentée. Il était placé sur oxygénothérapie et également le fait qu'il avait un abcès apparent au niveau du pied gauche, il avait été évalué par l'un de nos podiatres qui avait réalisé un débridement avec des cultures qui étaient envoyées. Au sixième jour de son administration, son état était aggravé, c'était aggravé avec une augmentation de demande en oxygène. Il était placé sur BiPAP et les radiographies de suivi montraient avec l'examen qu'il avait un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë. On avait également envoyé avec consultation de nos spécialistes pour les maladies infectieuses des anticorps antifongales qui montraient déjà qu'il avait des antibodies, des anticorps positifs pour l'histoplasmose. Donc déjà, on voyait un patient qui ne s'améliorait pas sur l'antibiothérapie à large spectre et on avait une suspicion que peut-être c'était une pneumonie fongique. On l'avait placé au cours de la première semaine sur la micamycine pour suspicion de histoplasmose parce que l'antibody et l'anticorps ou l'antigène pour l'histoplasmose capsulatum était positif. Par la suite, le spécialiste des voies respiratoires avait réalisé, il avait vu par un pneumologue qui avait réalisé une bronchoscopie avec lavage et on avait fait une biopsie. Ce test était négatif. Il n'y avait pas de cellules cancéreuses, mais par la suite, 2 semaines après cette bronchoscopie, on a pu trouver que les cultures avaient montré qu'il y avait des champignons et en forme bourgeonnante et qui nous rendait la suspicion que c'était une blastomycose. Le fait qu'on avait eu des cultures envoyées initialement pour le débridement qui a été réalisé au niveau du pied, on avait demandé d'ajouter des cultures fongiques qui, par la suite, montraient également des champignons bourgeonnants. Donc, la suspicion pour la blastomycose était très élevée. Comme vous le voyez sur ce spécimen, en général, on va retrouver le fungus et dans les cultures spécialisées où vous allez voir qu'il y a un fungus mère et également attaché à une fungus fille, ce qu'on appelle, c'est la maman et la fille qui était la forme bourgeonnante. Donc, dans le spécimen, comme vous voyez ceci déjà vous donne la confirmation que c'est la blastomycose. Alors, la blastomycose, c'est un champignon dimorphique qui se présente sous deux formes. Déjà, il y a une forme mycéliaire qui va se présenter à la température ordinaire et ceci peut également bourgeonner pour transformer en champignon. En général, c'est une pathologie qui peut vous donner une présentation tout à fait différente. Il y a des formes où les gens n'ont pas de symptômes pour aboutir à des cas sporadiques ou encore à des cas très sévères. Et l'incidence est très difficile à déterminer. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'études et c'est une pathologie où il n'y a pas vraiment de tests sensitifs ou encore spécifiques en dehors des tests avancés comme des cultures spécialisées. Et principalement, c'est une pathologie qui sera surtout
retrouvés dans les États qui bordent la rivière de Mississippi, encore de Ohio. Moi-même, j'habite à Kentucky, qui est un État limitrophe euh, de la rivière de l'État de Ohio. Et on peut également retrouver cette pathologie jusqu'à Manitoba ou encore la partie nord-est des États-Unis jusqu'au Canada. Mais on commence à avoir des cas avec les gens qui voyagent beaucoup, qui peuvent se retrouver dans les pays africains et même dans les zones caribéennes. Si vous pouvez voir sur ce diapositive, il y a différents types de champignons, comme l'histoplasmose en jaune, et il y a également la coccidioidomycose. Il va y avoir une distribution géographique différente, mais pour vous voir de la proximité des États-Unis avec d'autres pays, il y a des gens qui vont laisser les États-Unis pour aller dans d'autres pays qui pourraient peut-être également présenter dans votre clinique avec un tableau qui paraît comme une pneumonie ordinaire, mais qui, par la suite, va se démontrer que c'est une pathologie fongique. Pour la blastomycose, vous pouvez voir en orange, c'est principalement localisé. Moi-même, je suis ici à Kentucky, ça c'est l'État d'Ohio. Vous avez Indiana et c'est l'État de Tennessee et la rivière de Ohio va traverser entre Kentucky et Ohio pour aller jusqu'à la partie nord. Ce champignon va surtout se retrouver dans des sols où il y a beaucoup de végétation, encore beaucoup d'arbres en décomposition. Et si vous avez une rivière dans ces zones, ceci va créer un état d'humidité qui va faciliter le développement de ce mycélium qui peut également se transformer en champignon. Les infections, en général, vont se faire par inhalation des spores et ces spores vont se rupturer en forme de mycélium et aboutir à des champignons. Et il n'y a pas vraiment de défense cellulaire ou encore d'immunité à cette pathologie. L'organisme n'arrive pas à, ou encore les phagocytes n'arrivent pas à neutraliser dans la majorité des cas ces champignons et ceci peut aboutir principalement chez les personnes avec un état immunosuppressif à des symptômes comme la pneumonie ou encore à des formes extrapulmonaires. La présentation va se faire de façon différente. Environ 40% des patients peuvent être asymptomatiques. En général, ils vont se présenter avec une fièvre, une malaise généralisée, de la fatigue et également une perte de poids. Tous, ce sont des symptômes constitutionnels qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies comme la tuberculose et encore les pathologies cancéreuses. Et en général, quand vous avez une atteinte pulmonaire, ceci peut avoir un tableau différent qui d'abord peut se présenter comme un tableau de pneumonie communautaire, qui des fois peuvent avoir des formes nodulaires, encore une forme de cavitation qui va vous donner une suspicion pour la tuberculose ou encore le cancer, comme dans notre cas. C'était un patient qui avait un tableau de infiltrat réticulonodulaire disséminé avec une prédominance pour le poumon gauche. On avait une suspicion de la tuberculose. Et certaines fois, c'est infiltrat pulmonaire peut aboutir à l'empyème et comme dans notre cas, peut aboutir à un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, les présentations pulmonaires sont très fréquentes et également peuvent être très variées. Et une fois un tableau pulmonaire se présente, dans environ 30 à 40% des cas, on va avoir un tableau disséminé où le champignon va se propager, on va disséminer par voie lymphatogène ou encore hématogène. Et les atteintes cutanées, les atteintes ostéo-articulaires sont très fréquentes et des fois, on peut avoir des atteintes au niveau du système cérébrovasculaire. Comme dans notre cas, notre patient avait une atteinte cutanée déjà de la présentation avec un abcès au niveau du pied gauche qui aboutissait à une ostéomyélite de son calcanéum.
Et comme je viens de le dire, les atteintes cutanées en dehors des atteintes pulmonaires représentent la deuxième, euh, 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 sont les plus communes. Euh, euh, et, et, et par la suite, vous allez avoir une atteinte osseuse qui peut principalement affecter n'importe quel système articulaire au niveau du corps. Très rarement, ces patients qui ont des tableaux pulmonaires peuvent avoir également des atteintes de leur système cérébrovasculaire avec des tableaux de méningite, des tableaux d'abcès, qu'on pourrait identifier, que ce soit avec un scanner cérébral ou encore l'image par résonance médicale. Il y a des patients qui vont présenter avec des tableaux de prostate aiguë. Et très rarement, on peut avoir d'autres organes affectés comme le foie ou encore la rate avec des tableaux d'abcès. Il y a eu des cas reportés au niveau des symptômes oculaires, des surrénales et également même au niveau des seins. Donc, le tableau n'est pas spécifique, mais en général, c'est surtout un tableau pulmonaire aigu, des filtres encore de pneumonie, et par la suite, on aura une atteinte cutanée ou ostéoarticulaire. Et en troisième position, ce sont les atteintes du système nerveux central, principalement chez les patients qui sont immunosupprimés. Ce qui est très important à parler en rapport avec la blastomycose, le fait que la présentation n'est pas spécifique, donc ceci peut aboutir à un délai de diagnostic parce qu'il y a une similarité entre cette pathologie avec beaucoup d'autres pathologies communes comme la tuberculose, comme les cancers. Et il faut avoir un index de suspicion qui est très élevé, c'est-à-dire c'est avoir un patient qui se présente avec un tableau pulmonaire, donc de pneumonie, qui ne s'améliore pas avec les antibiotiques ordinaires ou à l'high-spec, ou encore c'est un patient déjà non seulement qui a une atteinte pulmonaire, mais qui a surtout une atteinte disséminée avec comme la tête cutanée ou encore la tête du système nerveux cérébral. Parce que déjà, on pourrait même, quand vous avez la suspicion, on pourra même placer le patient sur un traitement antifongique de façon empirique en attendant les résultats définitifs si vous avez accès à ces tests, parce qu'en général, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant d'avoir une idée des cultures. Et ce qui est très important, la limitation géographique commence à être plus éparpillée et n'est pas limitée uniquement dans les États limitrophes aux États-Unis. On va voir des cas reportés en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et très probablement dans les Caraïbes, de par de la proximité des gens qui travaillent ou qui voyagent entre ces pays. Le problème encore avec le diagnostic, il n'y a pas vraiment un test sérologique qui est spécifique. On peut toujours demander des anticorps ou encore des tests d'antigènes, mais le problème, ces tests d'anticorps, des fois, ne sont pas spécifiques euh, et peuvent avoir ce qu'on appelle une réactivité, cross-réactivité, c'est-à-dire on peut avoir un test qui est positif pour l'histoplasmose, mais qui par la suite pourrait se confirmer, c'est la blastomycose. Parce que le traitement serait différent. Comme dans notre cas, le test pour l'histoplasmose antigène était déjà venu en positif. On pensait à l'histoplasmose qui elle-même peut avoir un tableau similaire, mais on avait placé le patient sur le micamycine, qui est un antifongique qui peut traiter l'histoplasmose, mais si c'est la blastomycose, le micamycine ne va pas réagir. On colle ce qu'on appelle les échinocandines. Et les tests qui vont vous donner vraiment le diagnostic, c'est les cultures. Il faut avoir des médias spécialisés et plus vous avez beaucoup de spécimens, comme dans notre cas, on avait fait un lavage broncho alvéolaire. Et si vous avez des cultures au niveau euh, euh, de la peau à partir de drainage incisionnel, on peut peut-être identifier
les champignons. Dans notre cas, quand le patient avait réalisé ce débridement, on avait uniquement envoyé les cultures ordinaires, les cultures aérobiques et non aérobiques. Mais quand on avait vu qu'il y avait eu des anticorps qui étaient positifs, on avait appelé notre laboratoire et demandé d'ajouter des cultures fongiques spécialisées. Et par la suite, on a pu voir que déjà dans la présentation, au niveau de cette culture, il y avait on avait pu voir, on avait pu visualiser le champignon qui confirmait le tableau de blastomycose pulmonaire avec une atteinte disséminée principalement postéro-articulaire. Et le temps qu'il prend entre la présentation clinique et pour avoir un diagnostic confirmé, ça varie entre 3 à 5 semaines. Donc, vous pouvez voir que déjà, il y a des patients qui peuvent, dans certains cas, et ne pas avoir un diagnostic ou encore le tableau clinique peuvent se détériorer du fait qu'il y a un retard pour faire le diagnostic, même dans les pays avancés. Certaines fois, si vous avez accès au carrelage, on pourra peut-être identifier les champignons qui bourgeonnent et les tests sérologiques, des fois, peuvent être positifs entre 16 à 40%, mais ne vont pas vous donner un diagnostic confirmatif. Une fois le patient a un tableau symptomatique, la résolution spontanée est très, très rare. Donc, ces patients vont nécessiter des traitements. Et si ces patients ne sont pas traités de façon appropriée, la mortalité peut aboutir jusqu'à 60%. Il n'y a pas vraiment d'études randomisées qui pourraient vous donner une idée de quel traitement est plus efficace, mais on a pu suivre les recommandations des différentes sociétés de maladies infectieuses en rapport avec leur expérience pour pouvoir traiter certaines pathologies. Et la résolution, le traitement également va se faire dépendamment de la sévérité de la maladie, du statut immunitaire des patients et très rarement, les patients qui ont des symptômes minimes vont avoir une résolution spontanée. Mais dans la majorité des cas, une fois le patient est symptomatique, si le patient n'est pas traité, le tableau clinique va continuer à se progresser. Le but du traitement, c'est d'abord d'éradiquer l'infection et également de prévenir la progression de la maladie. Notre patient, déjà, il se présentait avec un tableau pulmonaire, avec une atteinte postéro-articulaire. Au moment de son admission, il ne nécessitait pas d'oxygène en supplémentaire, mais déjà, même avec un traitement empirique, au cours de son hospitalisation, son tableau était compliqué par un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui aboutissait à un transfert. Et le traitement va dépendre principalement de la sévérité de la maladie. S'il y a une atteinte respiratoire avec une insuffisance respiratoire aiguë, s'il y a des atteintes systémiques, s'il y a des atteintes au niveau du système nerveux central. Donc, le traitement recommandé sera surtout d'utiliser l'amphotericine B à une dose de 3 à 5 mg par kilo par voie intraveineuse jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration des symptômes. Mais le problème avec l'amphotericine, c'est un médicament qui est très toxique, qui peut aboutir à des atteintes rénaux comme l'insuffisance rénale aiguë. Il y a beaucoup de réactions au niveau des voies veineuses de sédation. Et très important, c'est un médicament qui peut également affecter les reins et aboutissant à des troubles électrolytes majeurs. C'est pour cela qu'il faut avoir une surveillance du taux de magnésium et de potassium. Et quand le patient s'améliore, en général, ça peut faire entre 1 à 2 semaines après avoir reçu des doses initiales d'amphotericine, on pourra entamer l'itraconazole, qui est le traitement de choix, avec une dose de 200 mg 3 fois par jour pendant 3 jours et à aboutir à une dose de maintenance
et qui va varier entre 6 à 12 mois. Donc, le traitement est prolongé. Et on va aboutir à un traitement idéal dans la majorité des cas. Et si les patients également ont des problèmes d'absorption avec le itraconazole, c'est un médicament qu'il faut consommer avec des repas grasses pour faciliter l'absorption. Et on pourrait considérer comme traitement alternatif le posaconazole et encore le voriconazole. Pour notre patient, et on a pu voir à partir du 13e jour de l'hospitalisation, on a pu rencontrer dans le lavage broncho-alvéolaire la champignon bourgeonnant. Et au 15e jour, on a pu également retrouver ces mêmes champignons dans les cultures spécialisées qui étaient envoyées du spécimen de son débridement au niveau du pied. Et on avait entamé l'amphotericine B, mais à partir du 3e jour, il avait une complication rénale. Son taux de créatinine passait de 0,5 à 4. Donc, on a dû arrêter les doses cumulatives d'amphotericine. Et le fait que le patient avait un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui pourrait aboutir à la ventilation mécanique, on avait ajouté un traitement adjonctif avec une dose très élevée de corticostéroïdes. Et le fait qu'il y avait une complication avec l'amphotericine, on a pu aboutir encore, entamer l'itraconazole une fois qu'on avait pu voir dans les spécimens qu'il y avait des champignons bourgeonnants et à une dose de 200 mg 2 ou 3 fois par jour. Même lorsque le patient n'avait pas de céphalée ou encore on n'avait pas une suspicion d'atteinte cérébrale, on avait réalisé une imagerie médicale au niveau de son cerveau qui avait nécessité d'autres débridements au niveau de son pied parce que même avec le débridement initial, les douleurs, les inflammations ou encore les pus au niveau de son pied gauche persistaient. Donc, il nécessitait au moins 2 séances de débridement avec une ostectomie partielle au niveau de son calcanéum. Et c'était un patient qui était hospitalisé pendant environ 1 mois et il était exéaté sur itraconazole. Et la dernière fois, moi-même, je lui ai parlé. Il se portait bien et il continue à prendre les médicaments sans aucun problème. Il nécessite uniquement des suivis avec le spécialiste des maladies infectieuses et encore son podiatre pour pouvoir suivre son pied gauche. Donc, l'élément important avec cette pathologie, c'est d'abord, il faut avoir une suspicion si vous avez un patient qui a un tableau pulmonaire avec une pneumonie qui ne s'améliore pas avec les traitements ordinaires ou encore des antibiotiques appropriés. Et toutes les fois que vous avez un tableau pulmonaire associé à un tableau cutané ou encore si vous avez une atteinte pulmonaire avec atteinte du système nerveux cérébral, il faut y passer. Là encore, ce n'est pas uniquement la blastomycose qui peut se présenter ainsi, même la pneumonie communautaire, les méningites. Il y a d'autres pathologies virales qui peuvent avoir une présentation similaire, mais le fait que la blastomycose, en général, une fois que l'atteinte pulmonaire se déclare, tend à avoir d'autres signes systémiques, principalement cutanés et auriculaires. Si vous avez un patient qui a des plaies ou encore des douleurs qui ne s'améliorent pas et qui a un tableau pulmonaire, il faut penser à cette pathologie. Principalement, si c'est un patient qui est immunosupprimé et si vous avez une idée de la résidence du patient ou encore de la provenance du patient, et l'aspect géographique peut vous donner une idée de la pathologie.
Je vous remercie pour votre participation. Je voulais partager ce tableau clinique avec les médecins pratiquants. Je ne sais pas si dans leur expérience, ils ont eu des cas où il y a eu des patients avec un tableau qui paraissait comme une pneumonie communautaire et qui, par la suite, se démontrait encore avoir un diagnostic ultérieur, que ce soit la tuberculose ou encore le cancer. Il y a beaucoup de pathologies qui peuvent vous donner un tableau similaire à une pneumonie. Aujourd'hui, on voulait parler de la blastomycose. Bonjour. Bonjour, docteur Oni. Oui. Merci, docteur Renard, pour cette présentation. Très intéressant ce cas. Euh, et très difficile à diagnostiquer aussi, Oui, surtout pour les médecins qui vivent en Haïti, malheureusement, faute de paraclinique et parfois faute de laboratoires bien équipés aussi. Je me rappelle avoir vu un cas similaire. C'était en 2007 à Jackson Memorial Hospital. C'était une jeune fille de 16 ans qui venait de la Hollande. Elle avait un tableau de pulmonaire respiratoire subaigu avec manifestation cutanée, ganglionnaire, systémique aussi. Et j'avais pensé à la tuberculose, bien sûr, comme je venais d'Haïti. Et au laboratoire, on nous avait envoyé comme première impression clinique, c'était une pathologie, une infection fongique. On avait passé cette patiente-là sur antifongique. Malheureusement, elle n'avait pas répondu. Et, et après, la manifestation cutanée, avait évolué. Ça s'était fistulisé. On avait une lésion blanchâtre sur la peau de la fille. On avait fait une biopsie. Et ça s'était retourné avec impression clinique diagnostic d'actinomycose. Actinomycose, qui est une infection bactérienne, bien sûr. Mais on nous avait expliqué que au laboratoire, c'est facile pour que le spécimen soit contaminé par les champignons si le laboratoire n'est pas bien équipé, malheureusement. Donc, cette fille-là, on l'avait placée sur pénicilline pendant au moins 4 mois. OK? Et on avait vu que ça a donné de très bons résultats. Donc, je pense que la tuberculose n'est pas la seule pathologie. Comme vous avez dit, que on doit penser surtout à l'épidémiologie ou avait vécu ce patient, l'histoire de ce patient, tout ça. Mais comme le monde est maintenant un village, Globalisé. juste globalisé, on peut rencontrer n'importe quel germe à n'importe endroit, à n'importe quel moment. Je pense que, bien sûr, on doit penser au blastomycose, on doit penser à la actinomycose, aussi penser à la tuberculose. Et s'il le faut, placer ces patients-là sur antibiotiques et surtout ne pas penser surtout aux drogues, disons, quatrième, cinquième génération, parce que la tuberculose répondait bien à la pénicilline. Et les pneumonies, parfois, peuvent être traitées à la pénicilline aussi. Il faut penser à ces médicaments. Des fois, c'est très difficile. Merci, docteur François. C'est très difficile d'avoir ce diagnostic, mais des fois, c'est le tableau va continuer à progresser. Encore, vous allez avoir d'autres atteintes qui vont vous donner une suspicion. C'est pour cela, des fois, il faut réévaluer pour ne pas avoir ce qu'on appelle une fermeture prématurée à penser uniquement à un seul diagnostic. Donc, si le patient ne s'améliore pas, il y a d'autres atteintes, il y a l'aspect géographique, l'état immunitaire. Donc, il faut penser très probablement, on n'a pas en face à une bactérie encore un microbe ordinaire. Il faut y penser. Et des fois, c'est avec consultation avec d'autres spécialistes ou encore même les laboratoires. Si vous l'idée ou encore l'état clinique ne s'améliore pas, vous avez des informations, on peut toujours appeler le laboratoire pour essayer de voir si il y a des fois, si on ne demande pas d'être spécialisé, encore même avec le spécimen collecté, on peut ne pas faire l'excellent de test. Mais comme vous le dites, avec un monde qui est globalisé, vous allez rencontrer beaucoup de patients qui viennent de part ou d'autre et de l'expérience également. Moi-même, ici, des fois, j'ai des patients qui présentent avec des tableaux pulmonaires, avec perte de poids, avec une
une lymphadenopathies généralisée, les spécialistes ici, leur première suspicion, ce sera toujours le lymphome. Mais je voyais le patient, c'était un jeune homme qui vivait aux États-Unis depuis près de 14 ans, mais il était un réfugié de l'Éthiopie. Et dès ma visite, je pense que ça, c'est un tableau de tuberculose disséminée. Mais on avait fait des biopsies, on avait fait des tests pour penser à un lymphome, alors que donc, l'expérience ou encore avoir la suspicion, ce sont ces éléments qui pourraient vous aider pour faire un diagnostic, surtout si le patient ne s'améliore pas ou encore continue à détériorer. Malheureusement, il y a des patients, même dans les pays avancés, qui peuvent avoir des cas très sévères qui peuvent aboutir à la mortalité en rapport au retard pour faire le diagnostic. C'est juste parce que c'est deux choses très intéressantes qu'on doit continuer à faire. Ce sont deux cas, surtout. Les mercredis, c'est pratique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Dr. Renaud. Merci beaucoup, Aïcha. Merci, Dr. Ronnie. Merci à vous autres. Par email.